Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, encore une fois, de Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, pour une fois, d'habitude, souvent, il n'y a pas grand lien entre nos histoires, mais là, ce soir, on est au moins, on peut dire qu'on est dans les faits divers québécois. Alors, moi, toi, d'abord, tu vas nous parler d'un incident qui est arrivé ici à Victoriaville, qui, jusqu'à un certain point, aurait pu être un beaucoup plus gros incident, et c'est de ça qu'on va parler, donc un incendie. Et moi, je vais parler d'une affaire criminelle qui a été extrêmement célèbre à l'époque et qui nous en dit long sur le Québec aussi de l'époque. Alors, on va parler de l'affaire Delorme. Alors, ça commence le 7 janvier 1922 dans le quartier Snowden à Montréal. On découvre le cadavre de Raoul Delorme sur un terrain vague, dans la neige. Il est âgé de 24 ans. Il est étudiant en commerce et c'est le cadet d'une famille aisée de la rue Saint-Hubert. Alors, si on veut faire un préambule, en 1916, le père de la victime avait légué ses biens, à part très inégales, entre ses deux filles et ses deux fils. Alors, Raoul avait reçu la quasi-totalité du legs. Les filles, Lily et Florence, qui étaient des demi-sœurs, donc d'un autre... alors, ils ont reçu des miettes, littéralement, vraiment pas grand-chose. Et Adélard, âgé de 37 ans, prêtre catholique, aumônier de l'assistance publique, lui, il est déshérité. Il y avait peut-être... On va voir que le monsieur avait des petits problèmes de comportement. C'était peut-être une partie de la raison. Puis l'autre raison, peut-être qu'on a jugé que, comme prêtre, il en avait moins besoin d'un héritage. Toujours est-il que c'est lui, par contre, qui est chargé d'administrer la fortune du cadet. Et là, ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire-là. On met sur l'affaire le sergent-détective Georges Farah-Lajoie, qui était le plus connu des détectives du Québec à l'époque. C'est lui qui avait déjoué un complot terroriste en 1910 lors du congrès eucharistique de Montréal. On avait voulu faire sauter l'hôtel du Mont-Royal. Et Georges Farah-Lajoie, à savoir, il est syrien d'origine. Son vrai nom, c'est Georges Farah. Lajoie, c'est la traduction de Farah, qui essayait de franciser son nom, parlait couramment français, comme beaucoup de Syriens à l'époque. C'est un Syrien chrétien, cependant. Un nestorien, pour revenir de ce qu'on parlait dans une émission précédente. Donc, on fait d'abord l'autopsie et on découvre, premièrement, que Raoul Delorme, de toute évidence, a été déposé là après sa mort. Il n'a pas été tué sur place, et c'est ça. Il a été tué de 6 balles au cou et à la tête, dont au moins une tirée à bout portant. Quelqu'un qui voulait être vraiment sûr qu'il soit mort. Les enquêteurs se rendent à la maison familiale des Delorme, au 190 rue Saint-Hubert, et c'est là que l'abbé Delorme les accueille. Alors, il est nerveux, il inonde les policiers de déclarations non sollicitées. Il se met à leur dire toutes sortes de choses sur ses allées et venues. J'ai été à tel endroit, j'ai fait telle chose. Le sergent détective Farah-Lajoie, qui est quelqu'un de consciencieux, vérifie les dites déclarations et s'aperçoit qu'il leur raconte n'importe quoi. Alors, ça va se terminer par une accusation de meurtre prémédité contre Adélard Delorme. Je dis que ça se termine, en fait, ça ne fait que commencer. D'abord, il ne sait rien, il n'a rien vu, il va célébrer la messe de Requiem pour son frère avec une ferveur extrêmement surprenante, parce qu'une semaine avant le décès de Raoul, l'abbé avait contracté une assurance sur la vie de 25 000 $ sur la vie de Raoul au bénéfice de ses héritiers légaux, c'est-à-dire lui. Un peu les deux sœurs, mais les deux sœurs, comme on sait, ne reçoivent pas grand-chose. Donc, il est très suspect. Et, comme par hasard, le gars se fait assassiner une semaine après, là, et l'Église fait clairement savoir que c'est pas convenable de s'en prendre à un membre du clergé. Et on est scandalisé, en fait, au Québec, là, chez les francophones, en tout cas, qu'on puisse accuser un prêtre de fratricide. Mais on fait une recherche très scrupuleuse de mener, alors, de preuves. Mais le suspect se défend. Il offre même une récompense de 10 000 $, somme énorme en 1920, à quiconque conduira à l'arrestation des assassins.
Il y a des chances qu'il se doutait qu'il n'y aurait pas grand-chose, qu'il n'aurait jamais à payer. Et il se dirige, il va même s'adresser au premier ministre de la province de Québec, Louis-Alexandre Taschereau, qui est aussi ministre de la Justice, qui va porter l'affaire devant le Conseil des ministres et finalement, devant le dossier qu'on lui présente, va ordonner l'arrestation de Delorme. Au mois de juin 1922, le jury admet que Delorme est accusé jugé inapte à subir un procès. On parle de dégénérescence mentale héréditaire. Et on l'interne dans l'hôpital psychiatrique de Beauport. Après quelques mois, il guérit miraculeusement et il ressort, il reprend ses fonctions. Et le docteur Brochu, surintendant médical de l'hôpital Saint-Michel-Archange, où Delorme a été interné, déclare qu'il n'a aucun signe de démence. Donc, il a probablement, simulé la maladie mentale. Alors, on réactive le dossier pour un deuxième procès. Au début de 1923, ça va se solder par un désaccord du jury. On n'arrivera jamais à le faire condamner. Troisième procès va s'en suivre. Encore un désaccord du jury. Le jury n'est pas capable d'arriver à un verdict. Les catholiques refusent de le condamner. Les protestants sont prêts à le faire. Alors, c'est là durant ces procès, entre en fonction le premier laboratoire médico-légal du continent nord-américain qui se trouvait à Montréal. CSI Montréal. Alors là, l'analyse balistique, tout d'abord, qui a été utilisée comme preuve. C'était au début, à l'époque de cette science-là. Le docteur McTaggart présente les résultats des comparaisons qu'il a effectuées entre les trous de balles sur le crâne de la victime et une balle retrouvée lors de l'autopsie. De son côté, un armurier nommé Haynes, qui a vendu un pistolet Bayard à l'abbé Delorme, examine des balles tirées par 2 pistolets Bayard de calibre 25. Son témoignage révèle que les 2 pistolets laissent des rayures similaires visibles à l'œil nu, mais que la balle tirée avec le Bayard de Delorme présente une strie distincte causée par un défaut à l'intérieur du canon qui permet d'établir que c'est bien son arme qui a servi. Le détective de Farah-Lajoie, lors du deuxième procès, utilise une autre nouveauté technologique, une maquette démontable qui reproduit les pièces de la maison de Delorme pour présenter les lieux présumés du crime aux jurés. Et là, il permet, en démontant la maquette, ça permet de voir les divisions intérieures de chacune des pièces et de montrer comment il a pu transporter le cadavre, etc. Lors du troisième procès, le docteur Delorme, directeur du laboratoire de recherche médico-légale, est appelé à témoigner comme expert en balistique. Il explique la technique connue sous le nom de roulement de balle qu'il avait apprise à Paris. C'est consiste à rouler une balle sur du papier carbone ou de l'étain en imprimant ainsi l'empreinte des défectuosités et des rayures. Le papier est ensuite photographié à l'aide d'une projection oblique de lumière très intense, donnant ainsi une photographie qui met en évidence les caractéristiques de la balle. Et il utilise aussi une nouvelle méthode d'analyse balistique en versant un mélange à base de soufre dans le canon qu'on retire après durcissement et qu'on obtient une reproduction fidèle des rayures à l'intérieur du canon. Il va y avoir un quatrième procès du 15 au 31 octobre 1924. D'autres analyses vont tendre à prouver la culpabilité de l'abbé Delorme, en particulier l'analyse de l'écriture sur un colis anonyme expédié au chef de police Lorrain, un colis qui contenait la montre de Raoul Delorme et qui laissait croire que ça avait été envoyé par un inconnu qui aurait été le vrai auteur du crime, mais il y a les empreintes de l'abbé Delorme dessus le colis. 3 experts en analyse de documents vont comparer l'écriture figurant sur le colis avec celle des documents appartenant à l'abbé Delorme, à l'accusé, des chèques, des billets, etc., et vont relever une quinzaine de caractéristiques permettant d'affirmer que les écritures viennent toutes de la même personne. Bref, le dossier est accablant. N'importe qui aurait été condamné. Mais il y a une campagne, on ne va pas, dans l'opinion publique, on ne va pas condamner un prêtre. Il y a une pression énorme sur les juges et sur le jury, bien que le juge va donner au jury des consignes pratiquement leur disant « vous ne pouvez pas faire autre chose que de le condamner, que de le trouver coupable ». Malgré tout ça, on n'arrivera jamais
à le condamner. 2 procès avec jury qui n'ont pas réussi à s'entendre et un qui le déclare non coupable, finalement, le 4e. Et là, le dossier est clos. Dans ce procès, on a vu des choses absolument incroyables. D'abord, on a vu le détective, la défense, s'acharner sur le détective Farah Lajoie. Après tout, il a un grand défaut, il est étranger. Alors, on va même essayer de faire croire aux jurés qu'il est musulman, alors que, comme je l'ai dit, il était chrétien, et qu'il est musulman et qu'il saisit l'occasion pour attaquer un prêtre catholique. Alors, il va se défendre, mais on va employer vraiment des tactiques extrêmement discutables, pour dire le moins. Alors, éventuellement, donc, l'abbé Delorme va être libéré, va retrouver tous ses biens et continuer d'exercer son ministère à Montréal. Éventuellement, le clergé va l'envoyer, l'Église catholique va l'envoyer un peu en retraite. Parce qu'il donnait des signes de comportement extrêmement bizarres, un petit peu erratiques. D'abord, il parlait toujours de lui en disant « Bibi ». Et on l'a vu dire à des journalistes « Voyons, c'est une soutane, ça, Bibi est protégé ». Comme quoi il était intouchable et il le savait intouchable. Alors, il se savait intouchable. On va écrire dans la presse à la une le 15 février 1922, jamais dans les annales criminelles du Canada, un meurtre n'a encore suscité un intérêt aussi général et considérable. Alors, les experts et les policiers qui ont mené l'enquête vont être critiqué. Comme je l'ai dit, le détective Lavoie va se faire varloper par les catholiques plus ou moins conservateurs. Et d'autres, au contraire, les voient comme des héros parce qu'ils ont su résister, eux, à la pression de l'institution la plus puissante au Québec à l'époque, parce que le clergé... Alors, ça donne une idée de l'extrême puissance du clergé à l'époque. On ne pouvait pas accuser... littéralement, pour employer une expression anglaise, un prêtre could get away with murder. Il pouvait commettre un meurtre et s'en sauver. Et c'est clairement ce qui est arrivé dans le cas de l'abbé Delorme. Cette pression-là, tu mentionnais, c'est celle du clergé canadien, j'imagine. Canadien-français, oui. Et puis, eux autres, ils ne pouvaient pas, j'imagine, supporter l'idée qu'il y avait meurtrier d'un prêtre parce que ça allait ouvrir la porte à d'autres choses. C'est parce que, oui, si on faisait... C'était le pouvoir séculaire à l'époque. Si un prêtre était condamné pour une affaire criminelle, ça ouvrait un précédent. Oui, et voilà. Et comme on sait depuis, en plus, avec toutes les affaires de pédophilie qui ont sorti, il y avait une protection. Qu'on savait que si des gens se mettaient à enquêter, ils trouveraient des choses. Est-ce qu'à l'origine, il aurait tué pour l'argent? Ou... Oui, c'était pour l'héritage et l'assurance. Wow! C'était... oui, on peut s'interroger sur un curé qui met la main sur une somme comme ça à l'époque. À quoi ça va lui servir exactement? Dans son sacerdoce, il n'y a pas besoin de ça. Il peut s'acheter des belles autos, faire des investissements. Beaucoup de curés faisaient ça à l'époque. Souvent, au début du 20e siècle, au 19e, au début du 20e siècle. Bon, dans une ville comme Montréal, c'est différent, mais dans la plupart des villages, le curé, c'était le plus riche ou le deuxième, troisième plus riche du village. Et il y avait souvent des propriétés. On a connu des curés de Drummondville qui ont été des hommes d'affaires, qui ont fait des investissements extrêmement importants. C'était un très bon travail que d'être curé à l'époque. Et comme je dis, ils étaient intouchables. On avait vu dans les années précédentes, en 1910, le clergé se mettre en faveur de gens qui avaient dévalisé un franc-maçon pour avoir les listes des membres de la franc-maçonnerie. Mais là, on avait un prêtre accusé et qui s'en est tiré. Le sergent détective Farah Lajoie ne l'a pas eu facile après ça, d'ailleurs. Il y a eu des difficultés. Il a fait beaucoup d'enquêtes à haut profil, si on peut dire, des trucs en vue. Il a dérangé du monde et à un moment donné, il a été accusé d'une histoire de pot de vin dont il s'est toujours défendu. Voilà. Et il a été expulsé de la police de Montréal et il est devenu détective privé. Il était trop dérangeant. Oui, et comme détective privé, d'ailleurs, il a aussi participé à quelques enquêtes qui ont à l'époque fait la une des médias. Il avait quand même empêché un attentat terroriste, justement, au jubilé. Au congrès eucharistique. Et puis, là, pour ce qui est du clergé, bien, le premier
prêtre que je connais qui a été trouvé coupable d'un crime. C'était vers 1945. J'oublie maintenant le nom du personnage, mais c'était une affaire de trafic de drogue. Les bas-fonds de l'histoire où ça peut nous amener. Quand tu mentionnais justement la richesse de certains à l'enfance, ici, d'ailleurs, ce qui m'amène au deuxième sujet, il y avait l'école primaire, le jardin d'enfants, qui avait été justement construite sous l'édite du curé Monseigneur Grenier. Et puis, j'ai eu la chance de fréquenter cette école-là, ici à Victoriaville. On est présentement dans les studios de la TBCVF à Victoriaville. Je vais parler de quelque chose qui est local. En tant que citoyen... Ça nous arrive pas tellement souvent, pas tellement ça arrive souvent. de temps en temps. Puis, c'est un fait qui a été oublié par l'histoire parce que, fondamentalement, c'est un non-événement. Si on remonte à 2013, par exemple, lors de la catastrophe à Lac-Mégantic qui a secoué le monde entier et particulièrement le Québec, c'est venu rechercher chez moi un souvenir. En fait, c'est un des événements les plus marquants de mon enfance. C'est un incendie qui a eu lieu ici à Victoriaville. Je parlais du jardin d'enfants tantôt. Monseigneur Grenier avait construit, ni plus ou été promoteur pour cette école-là, qui avait été confiée à une congrégation de religieuses, mais on avait une éducation parfaite. Comme je mentionnais, j'ai eu la chance d'aller au jardin d'enfants pendant 7 ans ici à Victoriaville. Victoriaville, vers le milieu du 20e siècle, c'était une belle ville, c'est d'ailleurs une belle ville encore aujourd'hui, mais en expansion, et l'étalement urbain a eu certaines conséquences. Il y avait 2 voies ferrées qui traversaient le secteur, et donc il y a des dépôts de carburant qui se sont construits aux abords de ces voies ferrées-là pour la question d'être pratique. Il faut savoir que la ville de Victoriaville s'est séparée d'Arthabasca. C'était en fait un noyau autour du chemin de fer au début, en 1866. D'ailleurs, cette voie ferrée-là, c'est maintenant la piste cyclable des aînés. Et puis, c'est devenu des pistes cyclables. On a simplement regardé la belle piste qu'on a, par exemple, pour aller jusqu'à Princeville, Plessisville et puis même jusqu'à Warwick. C'est ancienne voie ferrée. Cette voie ferrée qui nous occupe présentement, elle se situait entre la rue où se trouve le centre Rita-Saint-Pierre, la rue Montfaite, et ce qui est maintenant le boulevard Boisfranc. À l'époque, portait un autre nom. Je ne me trompe pas, c'est la rue Laurier. En tout cas, ça fait très longtemps, puis j'étais jeune, j'avais 5 ans à l'époque. Okay. Et je n'oublierai jamais cette journée du 5 mai 1965. Je l'avais oublié, mais je dois remercier au point de départ mon amie Jocelyne Lévy de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville qui a été en mesure de retrouver le fait divers, l'article qui a été publié le lendemain dans le journal L'Union des cantons de l'Est. Et pour vous dire comment c'était différent à l'époque, c'est un événement majeur, mais on s'est retrouvé dans la page 41, alors que l'Union avait 44 pages. Donc, c'était pas... Tout le monde devait en parler, mais à cette époque-là, on n'avait pas la même approche des catastrophes. Aujourd'hui, la ville au complet aurait été évacuée. À l'époque, ça n'a pas été le cas, comme on va le voir. Il y avait cet immense réservoir qu'on voyait de la cour d'école. Donc, il était à quoi? 500 mètres, 700 mètres peut-être? On les distinguait très bien, puis même on avait été joué là. Il y avait cet escalier qui montait en haut d'un énorme réservoir, puis il y avait d'autres réservoirs connexes aussi. Cet emplacement-là, il était utilisé par la Canadian Petrofina, qui est une compagnie anglaise, si je ne me trompe pas, et la Canada Irving, qui, eux autres, entreposaient la gasoline. On appelait ça de même à l'époque. Encore aujourd'hui, on reconnaît ça, gasoline, c'est appelé de différents noms, et de l'huile à poêle. L'huile à poêle, je crois que c'est de l'huile à chauffage, comme on retrouve dans les réservoirs aujourd'hui. Il y en avait au-delà de 1 million de litres qui est entreposé là. Puis ça, c'est sans compter une dizaine de wagons, citernes, peut-être moins, là, mais qui étaient stationnés sur la voie juste à côté de l'incendie. Un gros potentiel. Un énorme potentiel. La localisation l'avait placé avec l'étalement urbain au milieu d'un quartier résidentiel.
Et aussi, il y avait des entreprises le long de la rue Montfaite. Je me souviens qu'il y avait Jutra Machinerie, qui était maintenant où sont les jardins du parc. Il y avait le centre Rita Saint-Pierre, qui, à l'époque, était les bureaux d'Hydro-Québec, qui étaient situés là. Il y avait une école juste à côté, le jardin d'enfants, qui est aujourd'hui le CLSC. Si pour vous dire, de la cour arrière de l'école, on voyait très bien l'incendie. Des flammes qui montaient. Il y a une couture du réservoir d'essence qui a flanché. Et puis, l'essence s'est mise à se déverser. Et puis, le feu a pris, évidemment, je me souviens que c'était une très belle journée du mois de mai. Il y avait du soleil, mais du moment qu'il y a un produit combustible quelconque, c'est certain, ça va allumer. Et puis, ces flammes-là léchaient le réservoir. Puis c'est cette image-là qui me reste. Quand on a 5 ans, chaque fois qu'on lit un livre d'aventure ou qu'on regarde la télévision, le film, du moment qu'il y a un réservoir de pétrole, c'est un cataclysme. C'est une explosion énorme. On avait juste à regarder les sentinelles de l'air où tout explosait, même Godzilla. Et puis, nous autres, on était témoins de ça. Je me souviens que l'ambiance à la récréation était un peu différente parce que tous les élèves étaient dans la clôture puis on regardait l'incendie. Les religieuses de la congrégation Notre-Dame-des-Anges à l'époque, avait une attitude un peu différente, qui était peut-être plus à la grâce de Dieu. Puis j'oublierai jamais mon professeur de l'époque, Sœur Saint-Luc, qui avait dit aux élèves, « Bon, mais la récréation est finie, là, on s'en va au cours de mathématiques, là, rentrez à l'intérieur de l'école, il n'y a rien à voir. » Puis ça m'est resté, il n'y a rien à voir, alors qu'il y avait un incendie cataclysmique. Et là, potentiellement, qui aurait pu être extrêmement dangereux. Oui, parce que à l'époque, il y avait un ruisseau qui passait dans le secteur, qui se déversait dans la rivière Baudette. On avait détourné ce ruisseau-là parce qu'il y avait eu des travaux d'égout qui avaient été faits, puis il y avait un égout de 5 pieds qui reprenait le ruisseau puis qui le retournait vers Victoriaville. Probablement dans le secteur de Sainte-Famille et puis aussi le garage municipal. Il disait qu'il se déversait dans la rivière Nicolette à proximité du garage municipal. Et évidemment, le flot de liquide combustible a emprunté l'égout, mais il n'était pas enflammé. C'est assez critique à ce moment-là parce que là, on a des pompiers qui, pendant 5 à 7 heures, vont littéralement risquer leur existence, leur vie. Là, on va arroser le réservoir, mais les pompes d'incendie de Victoriaville n'étaient pas adéquates pour ce type de catastrophe-là. Ça aurait pris une pompe qui pouvait produire une pression beaucoup plus grande, c'est-à-dire 250 à 350 livres par pouce carré. À l'époque, on n'était pas en métrique, là. Et puis, on aurait pu arroser la tôle, parce que là, la chaleur a commencé à mincir les parois de ces réservoirs-là. Et puis, à partir de là, le chef de police de l'époque a mentionné que Dieu seul sait où la tragédie nous aurait conduit. Les flammes auraient pu emprunter le fameux égout de 5 pieds du secteur construit afin d'écouler les eaux d'un ancien ruisseau et puis de retourner vers la rivière Nicolette en passant par proximité des quartiers résidentiels et puis du garage municipal. Un feu dans un égout, ça a l'air assez anodin, mais ça peut provoquer beaucoup d'explosions. Et puis, le chef, à l'époque, M. Fernand Giguère, a mentionné l'héroïsme de ces pompiers-là qui, en sachant très bien qui risquaient leur vie, parce que là, je ne me souviens pas d'un autre incendie de ce type-là ici à Victoriaville. On voit qu'est-ce que ça fait, parce que des catastrophes pétrolières, il y en a eu une et deux, que ce soit sur des plateformes de forage offshore, comme on appelle, des raffineries aux États-Unis et surtout aussi dans des pays en voie de développement. Ces catastrophes-là sont choses communes. Juste à penser à Lac-Mégantic. Lac-Mégantic, qui d'ailleurs n'aurait pas dû arriver au 21e siècle, après ce qu'on a vécu ici. Là, ce que ça me dit, justement, c'est que Victoriaville a failli être le lac Mégantic de 1965. Exactement, c'est une très bonne façon de décrire ça. Ce qui m'a frappé avec le recul, c'est, je dirais pas l'indifférence, mais le manque de programme, le manque de mesures de sécurité. On n'imaginait pas que ça pouvait exploser comme au lac Mégantic ou à cause de l'étalement urbain que j'ai mentionné tout à l'heure, on s'est rapproché de ces réservoirs-là qui allaient être
sans doute être démolie parce que personne qui a un peu de raison peut accepter qu'il y ait un dépôt de pétrolier au milieu d'un quartier résidentiel et d'école. Mais je revois encore ces flammes, OK, qui lèchent les réservoirs, tous les élèves des écoles alentours qui sont là, qui regardent ça, puis qu'on n'a pas été évacués. Ce qui m'amène à penser que les édifices et entreprises, il y avait des entreprises privées, puis il y avait des édifices d'Hydro-Québec. Est-ce qu'ils ont été évacués, eux autres aussi? J'en doute. Probablement que les gens restaient là parce qu'on voyait les badauds qui parcouraient. Puis là, les services policiers n'étaient pas là à faire un cordon qui mesure des kilomètres. Je crois ça me fait penser à la chanson de... on a mis les échelles. Et les gens dans les étages. Une comédie d'erreur. En fait, je n'irai pas jusque-là pour Victoriaville parce que j'ai été marqué par l'événement, mais aussi par la bravoure des pompiers là, qui étaient comme ça, là, qui étaient prêts à se sacrifier. J'oublierai jamais ça. Et puis, il n'y a presque pas rien mentionné parce que, comme je disais, c'est un non-événement, donc. C'est là qu'est le côté tragique de l'affaire, parce que peut-être que, justement, une des raisons pourquoi un événement comme Lac Mégantic a pu arriver, c'est parce que jusque-là, on s'en était toujours sauvé. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se dévouaient, mais quand ça repose juste sur ça, on est dû pour peut-être avoir un accident. Quelqu'un, je me souviens plus quel auteur, avait dit une fois que les événements qui n'arrivent pas engendrent parfois des absences de conséquences catastrophiques. C'est un petit peu... très bien ce qui est là. C'est un petit peu ce qui est arrivé. Suite à l'incendie, une fois que tout a été éteint, bien, il y a les experts qui sont venus de Montréal pour analyser les causes et puis qu'est-ce qui aurait pu arriver. C'est là qu'on a découvert que ce qu'on appelle une couture est en réalité une soudure. Et puis, la catastrophe, la vraie raison, c'est les efforts des pompiers, mais aussi le fait que le réservoir de gasoline était pratiquement plein. S'il y avait eu plus de vapeur, de carburant, je serais peut-être même pas là à vous le raconter aujourd'hui. Non, parce que si ça avait explosé, ça aurait été l'onde de choc et les flammes, sans parler de l'égout qui serait enflammé immédiatement, qui aurait disséminé le feu dans tous les quartiers alentours. Puis les vapeurs toxiques. Les vapeurs toxiques. Les pompiers qui étaient là seraient probablement morts. Les gens qui étaient sur sur la voie ferrée aussi. Alors, c'est encore une fois où on l'a échappé belle. Oui. Alors... et ça va terminer notre émission pour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Daigneault qui nous vous disons bonsoir et à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'antenne de TVCBF. Bonsoir.